Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission est en direct chaque dimanche à partir de 11 h. Elle permet aux journalistes qui traitent l'actualité au quotidien de jeter un regard critique sur cette même actualité à travers des commentaires, des analyses et des décryptages. Aujourd'hui, 4 sujets sont sur la table des débats. Il s'agit de l'installation des membres du Haut Conseil du dialogue social. Nous allons parler sécurité avec l'arrestation de présumés terroristes par des Korolwego et de l'attaque du poste frontalier de Madouba. En politique, nous dirons un mot sur le 7e congrès du CDP qui se tient en ce moment et la création de nouveaux partis le week-end passé. Et puis enfin, nous allons parler de la journée mondiale de la liberté de presse qui a été célébrée à travers le monde le 3 mai dernier. Autour de la table, pour la première fois, nous avons avec nous une femme, une journaliste. Il s'agit de Amélie Gay du journal Le Reporter. Bonjour. Bonjour. Autour de la table également, Paul Miki Rwamba de Wara FM. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Nous avons avec nous Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Sagnon. Et puis Zoubaviel David Dabiré de la télévision du Burkina. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour à tous. Merci à tous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Alors, le Haut Conseil du dialogue social est désormais fonctionnel. Les membres de cette institution créée en Conseil des ministres en mars 2007 avec pour mission de promouvoir le dialogue social et de prévenir les conflits sociaux dans le monde du travail ont été officiellement installés par le président du FASO, c'était le 3 mai donc, dernier. C'est une nouvelle institution qui a fait polémique dès sa création. Alors, dans le contexte actuel du Burkina Faso, alors le pays a-t-il vraiment besoin d'un haut conseil du dialogue social? Paul Miki. A priori, non, je dirais ainsi, parce que nous avons déjà un certain nombre d'institutions qui jouent ce rôle de dialogue social au Burkina. Alors, je vais prendre un exemple, ce que l'on a comme rencontre gouvernement-syndicat. C'était une rencontre annuelle. Je pense que c'est un cas de dialogue avec les syndicats. Deuxièmement, au Burkina Faso, on a des inspections de travail qui travaillent normalement et dont le rôle, justement, c'est de concilier les différentes parties en matière de conflits de travail. On a même le tribunal du travail également qui est là, qui fonctionne. On a le médiateur du Faso. Donc, c'est un certain nombre d'institutions comme ça qui existaient depuis le passé, qui montrent un peu que le dialogue social est une réalité au Burkina. Mais on a, au-delà de tout ça, décidé de créer un haut conseil pour le dialogue social. Donc, c'est pour dire qu'à mon avis, en tout cas a priori, c'est une institution qui n'avait pas sa place, qui est un peu supplémentaire, si vous voulez, par rapport à tout ce que l'on avait. Mais en même temps, on peut dire que c'est une institution qui tombe à pic parce que le Burkina a connu, malgré l'existence de ces institutions dont j'ai parlé, une situation assez chaotique en matière de conflits sociaux depuis 2015. On a battu le record des grèves au Burkina et c'est ça, à mon avis, qui motive justement la création de ce haut conseil. Donc, c'est une institution qui vient donc pour répondre à un besoin ponctuel, si vous voulez, en matière de conflits sociaux. C'est pour dire que toutes les institutions que j'ai citées, c'est-à-dire les inspections du travail, le tribunal du travail, le médiateur du FASO, etc., n'ont pas totalement bien fonctionné. Donc, le haut conseil pour le dialogue social, à mon avis, devrait venir donc pour travailler en amont et éviter justement que les conflits sociaux ne parviennent au Burkina. Parce qu'on sait quand même que dans notre pays, tout ce qu'il y a comme grève, c'est quand même réglementé. On a des procédures à respecter. Et si les travailleurs décident d'aller en grève, cela suppose qu'ils ont épuisé toutes les formes de négociation et qu'ils sont arrivés à un point où la grève est présentée ici comme étant le dernier recours pour les travailleurs de se faire entendre. Donc, à mon entendement, cette nouvelle institution devrait avoir pour rôle de travailler en amont pour éviter qu'il y ait des grèves au Burkina. C'est d'ailleurs que je salue sa composition tripartite avec des représentants du gouvernement, des représentants des employeurs, c'est-à-dire le privé, et puis donc les travailleurs. Donc en réalité, toutes si vous voulez, les préavis de grève devaient être déjà examinés à ce niveau pour éviter que l'on arrive à la grève. Mais si malgré l'existence de cette institution, on a beaucoup de grèves au Burkina, cela voudrait dire simplement que l'institution est inutile. Donc pour l'instant, elle bénéficie, donc elle a le bénéfice du doute parce qu'elle n'a pas encore véritablement commencé à travailler et on attend de voir pour mieux juger. D'accord. Alors Amélie, est-ce que vous partagez l'avis de Paul Miki sur ce point? Paul Miki a dit quelque chose, c'est-à-dire les institutions qui étaient là. Ça veut dire que ces institutions n'ont pas bien travaillé, le pourquoi du Haut Conseil du dialogue social. Eh bien, pourquoi ne pas faire en sorte que ces institutions travaillent bien
Parce que là, on parle, c'est vrai qu'on parle de gratuité de la fonction, mais on parle d'indemnité aussi, et jusqu'à présent, on n'a pas une idée sur les coûts. Je pense que ce Haut Conseil de dialogue social s'ajoute à la liste déjà assez longue d'institutions sur lesquelles on pourrait bien se poser des questions quant à leur utilité. Voilà. D'accord. Alors, Zubaviel, qu'est-ce que vous pensez donc de l'installation, en tout cas, de ce Haut Conseil de dialogue social et donc de sa mission? Alors moi, je pense, comme l'a dit Paul Miki Rwamba et Amélie Gué, que c'est une institution de trop. Moi, je dirais que c'est une institution de trop à partir du moment où vous avez le médiateur d'IFASO qui est là, le Conseil économique et social. Vous avez des instruments comme la rencontre dialogue gouvernement, dialogue et syndicat qui est aussi là, qui a fonctionné à un certain moment donné. Et aujourd'hui, vous venez ajouter à cette liste-là un autre conseil qui voudrait dire que ce qui avait existé n'a pas marché. Donc on crée un autre, mais on ne prend pas le soin de supprimer les institutions qui étaient là, parce que tout ça, c'est un poids sur le budget de l'État, dans un contexte où on parle de rareté de ressources. Alors moi, je pense qu'ici, on dit que c'est un peu basé sur le volontariat, mais il n'y a pas de volontariat. On peut donner une prime de 500 000 francs, de 1 million à quelqu'un et dire que ce n'est pas un salaire, c'est une prime. L'institution doit fonctionner. Et ça fonctionne avec quoi? Il y aura des missions peut-être qui seront et déployées un peu partout avec ce que ça doit coûter. Et même que quand on prend même dans le fonctionnement de la chose, les grèves. Les grèves, on ne résout pas des problèmes de travailleurs comme ça en prenant en compte leur plateforme et dire que, bon voilà, il faut... Non, non, non. La plupart des problèmes qui sont posés, et ce sont des problèmes qui sont liés à des conditions de vie, à des conditions de travail. C'est-à-dire que si vous n'apportez pas, si vous n'apportez pas quelque chose de matériel pour essayer de dissuader les gens, naturellement, on ne va pas dire que bon, on s'assoit autour d'une table, on négocie, on discute ensemble et puis bon, on range les plateformes dans la poche et chacun rentre chez lui juste parce qu'il y a des gens qui ont été délégués pour ça. Donc je pense que le cadre rencontre et gouvernement syndicat était le plus adapté parce que vous avez affaire à des employeurs et à des employés. Vous asseyez, vous discutez de ce qui doit être fait pour améliorer les conditions de vie et de travail et ce qui doit être fait dans le travail. Mais maintenant, quand vous amenez un troisième interlocuteur et qui, du reste, ne bénéficie pas de la caution, j'allais dire, de tout le monde n'a pas vu ça d'un bon œil. Donc, on va peut-être voir ça à l'œuvre dans les semaines, les mois à venir pour essayer de juger, mais je pense que pour l'heure, c'est un conseil, c'est une institution de trop dans le paysage institutionnel burkinabé. D'accord. Alors, le Haut Conseil est constitué de 60 membres, si on peut le dire, 30 titulaires et puis 30 suppléants. Donc, on dit, comme l'a dit Amélie, il n'y a pas de salaire, mais il est alloué aux membres du Haut Conseil du dialogue social une indemnité forfaitaire mensuelle et des indemnités donc journalières. Alors, Hyacinthe, beaucoup parlent donc du budget donc, de cette institution qui n'est pas connue, hein, mais par certaines analyses en tout cas font état du fait que ça va être une institution budgétivore par rapport aux résultats qu'elle pourra produire sur le terrain. Moi, je pense sincèrement que ce mouta-mouta déjà sur le budget de l'institution va être un plomb dans l'aile de l'institution qui décolle. Parce que ce qui est caché, les gens cherchent à le savoir. Je ne vois pas pourquoi on maintient ce flou sur le budget de fonctionnement, sur les indemnisations des membres. Je pense que le rendre public, bien sûr, il y a un débat si on estime qu'il se trouve ou pas, mais ça permet d'éviter le débat. Déjà que l'institution part avec un premier débat sur la composition. On a vu même certains syndicats qui jusqu'à présent ne la reconnaissent pas. Si ensuite il faut ajouter dans l'opinion le flou sur le budget, je pense qu'on ne contribue pas à élever en tout cas ce Haut Conseil. Et c'est pour ça que moi je regarde un peu avec un peu d'appréhension le décolle de cette institution, parce qu'elle démarre avec plein de plomb dans l'aile. Donc il va falloir pour moi clarifier cette histoire de budget et travailler déjà à faire le consensus. Une institution qui ne fait pas le consensus ne peut pas réunir les trois parties qui doivent la composer en termes de table de dialogue. Donc pour dialoguer, il faut déjà toi-même être accepté comme médiateur. Et je pense que là où l'institution peut apporter une plus-value, les uns et les autres l'ont dit, il y a plein d'institutions qui interviennent, mais qui interviennent en aval.
l'institution peut intervenir en amont. C'est-à-dire que lorsqu'on a déjà un préavis de grève, elle peut intervenir pour essayer déjà de désamorcer cette bombe-là, de désamorcer un peu le conflit social qui est naissant, pour permettre de passer à autre chose, plutôt qu'à d'arriver aux grèves et autres sanctions qui ne font que sanctionner. On a vu un peu le 1er mai dernier, les syndicats n'ont pas déposé de cahier des charges, tout simplement parce que la fameuse rencontre ne s'est pas tenue entre le gouvernement et les syndicats. Donc je pense qu'il y a plein de blocages dans le cadre qui existait, que l'institution peut permettre de lever. Mais il faut qu'elle-même, elle soit indemne de tout reproche. Sinon, comme beaucoup de choses qui commencent par haut ici, ces résultats seront bas. Alors, mais est-ce qu'on ne peut pas accorder un peu de crédit à cette institution? Alors, quand on regarde l'exemple, par exemple, du Sénégal, et puis le contexte de création donc, de cette institution, comme Paul Miki l'a dit, qui a été marqué par donc, une recrudescence des grèves, des mouvements sociaux dans le monde du travail. Je crois que c'est bien cette situation qui peut justifier la création de ce Haut Conseil du dialogue social, parce que comme on l'a dit, beaucoup d'institutions existaient déjà. Mais nous avons remarqué que 2015, 2016, 2017 et même 2018, c'était des années de grève au Burkina. Donc au regard de cette situation, il était important de réfléchir sur un mécanisme qui peut permettre de réduire le nombre de grèves au Burkina. Donc c'est pour cela que l'institution, comme Hyacinthe l'a dit, devrait travailler en amont pour éviter d'ailleurs que l'on arrive à des grèves. Parce qu'on va en grève lorsque on se rend compte qu'il n'y a pas eu de conciliation, on a des revendications qui ne sont pas satisfaites, on a même des préavis qui sont déposés, parce que la grève, quand même, vous le savez, ça répond à un certain nombre de préalables, c'est totalement encadré par le Code du travail du Burkina. Si un syndicat arrive à la phase grève, cela suppose qu'il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été franchies. Donc le travail de ce Haut Conseil-là, justement, ça devrait être un travail en amont, prioritairement. C'est ça qui doit être très important. Parce que, à mon avis, là où c'est important déjà, c'est de voir en amont ce que l'institution peut faire. C'est l'album qui sort maintenant, pas encore l'écrit. On ne parle pas en audio. Même quand on regarde le texte, le décret qui crée le Haut Conseil du dialogue social, le plus important, c'est qu'on a dit dedans que l'institution doit travailler à prévenir les conflits sociaux dans le monde du travail. Donc c'est l'objectif premier. Donc c'est pour ça que je dis également qu'on devrait à un moment donné pouvoir faire les statistiques. Aujourd'hui, si l'on prend les statistiques, on peut connaître le nombre de grèves que l'on a connues en 2015, en 2016 et en 2017. Alors nous sommes en 2018, c'est une année intermédiaire avec la mise en fonction de cette institution. Donc on pourra peut-être prendre l'année 2019 comme élément de comparaison pour voir si le nombre de grèves a effectivement baissé. Et si c'est le cas, cela pourrait être mis à l'actif du Haut Conseil. Si ce n'est pas le cas, Domba Jean-Marc Palme et ses camarades devraient se regarder dans le miroir et démissionner parce que ce serait inutile, eux, avec leur institution. Mais pour l'instant, à l'étape où on est, ils n'ont pas encore commencé à travailler, ils ont encore le bénéfice du doute. On doit leur permettre de travailler effectivement pour voir l'efficacité de cette institution. Amélie, voilà, vous pouvez réagir justement par rapport à vos propos. Quand on parle d'efficacité, je pense que si les bases sont déjà faussées, on ne peut plus parler d'efficacité. On a vu le cas de Kachkoum. Et là, comme il a dit tout à l'heure, Hyacinthe, il n'y a même pas de cohésion. On sent que tout le monde n'est pas... On parle d'union et si tous les syndicats ne sont pas réunis, il faut avoir tous les membres avec, soit pour parler de dialogue et autres. Si tout le monde n'est pas avec soi, déjà, on a vu le cas du HCOM où ceux qui sont censés réconcilier, on devait eux-mêmes les réconcilier d'abord. Voilà. Et je pense qu'il faut d'abord une base. Déjà, je pense que la base est faussée. On n'a pas une certaine... Non, c'est vrai que peut-être à ce niveau, on a connu une erreur parce qu'au niveau de la représentativité des syndicats, on a vu qu'il n'y avait pas de consensus. D'ailleurs, lorsqu'on prend les documents, on se rendra compte que les syndicats, au lieu de 10, ils sont pour le moment 9. Il y a encore toujours une place à pourvoir. Mais en même temps, la différence de cette institution avec les autres cadres, comme on a parlé du cas rencontre gouvernement-syndicat, c'est qu'on a les trois partis qui sont représentés, même si côté syndicat il y a des soucis, parce que la rencontre gouvernement-syndicat, c'était d'un côté les syndicats qui représentent généralement les travailleurs du public et de l'autre le gouvernement qui est l'employeur principal. Et le volet privé était totalement absent. Le Haut Conseil de dialogue social prend en compte justement le volet employeur. Oui, mais la difficulté avec ce que Paul Miki Rwamba est en train d'expliquer, c'est que est-ce que tous les syndicats sont obligés aujourd'hui de passer par le Haut Conseil du dialogue pour résoudre leurs problèmes? Non. Mais le Haut Conseil est obligé de traiter le cas de tous les syndicats, de prévenir tout conflit social. Mais pour le cas des syndicats qui ne reconnaissent pas le Haut Conseil du dialogue social, est-ce que vous êtes obligé, pour qu'on vous écoute, de passer par cette institution? Ce n'est pas évident. Non. Voilà pourquoi je rejoins la position selon laquelle, tant qu'il n'y a pas d'unanimité autour même de cette fêtière-là, il ne faut pas s'attendre à un résultat. Et moi, j'aurais préféré que dans le contexte où on parle de rareté des ressources, qu'on renforce le médiateur du FASO.
On aurait pu renforcer le médiateur du FASO. Certaines personnes parlent du CES. Voilà, du CES. Il y a le CES aussi qui est là et qui a un rôle aujourd'hui même qui n'est même plus compris de quelqu'un. On ne sait même plus son rôle, c'est quoi aujourd'hui au Burkina Faso. Le médiateur du FASO met en marche le privé, c'est ça la difficulté. Non, le privé, je comprends. Et le médiateur intervient après, voilà, après oui, les conflits. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'ici, nous sommes dans un état où on peut relire les textes et réattribuer des, comme on appelle, des compétences, voilà, des compétences en fonction des besoins du moment. Mais quand vous vous levez dans ce contexte-là, vous créez une institution qui ne fait pas l'unanimité et vous espérez escompter des résultats à un moment donné, ça me pose problème. L'institution sera mise à rude épreuve et certainement dans les jours, les mois à venir. Quand ceux qui ont décidé de ne pas, et comme on appelle, et la plupart, ce sont les plus actifs même des syndicalistes, c'est la CGTB qui semble être un peu froide quant à prendre part. Mais la CGTB regroupe la plupart des syndicats les plus actifs au niveau de la fonction publique, par exemple. Alors, si aujourd'hui, l'initiative ou, je ne sais pas, la coordination des syndicats du ministère de l'économie et des finances qui font partie de la CGTB décide aujourd'hui d'aller en grève et de ne pas passer par le Haut Conseil, vous n'allez pas quand même envoyer la police pour dire non, envoyez votre plateforme, on va l'étudier. Il appartient au Haut Conseil de s'auto-saisir de cette situation. C'est ça, en fait. C'est de lui-même régner le dialogue avec ces syndicats-là qu'il... En réalité, l'objectif de l'institution, c'est ça. On n'attend pas que l'on vienne la consulter, mais l'institution devrait s'auto-saisir de tous les potentiels conflits de travail pour les régler en amont. Et si ça n'est pas réglé en amont, au moins gérer les conséquences, ça peut être comme ça. Il ne faut pas attendre que le syndicat consulte le Haut Conseil. Ça risque pas d'arriver, surtout avec les syndicats qui ne font pas partie. Non, je comprends. C'est un idéal, vous défendez un idéal ici. Mais il reste que nous sommes au Burkina Faso et on a su quand même, est-ce que depuis 2015, les syndicats, les centrales syndicales ont évolué dans ce pays. Ces centrales syndicales-là n'ont pas toutes la même vision des choses que le gouvernement. Aujourd'hui, passer par le Haut Conseil et du dialogue social voudrait dire à un moment donné qu'on accepte une tierce personne dans la résolution du problème. Pourtant, la plupart de ces syndicats-là sont, je ne vais pas dire sont radicaux dans leur façon de faire, mais entendent souvent poser un dialogue direct avec le gouvernement, poser leurs problèmes parce qu'elles estiment, et vous l'avez même vu avec cette structure qui était chargée de la rémunération, on a dit qu'on ne voulait pas avoir, ces syndicats ont dit qu'ils ne voulaient pas avoir une tierce personne dans la résolution de leurs problèmes parce que les travailleurs qui sont censés représenter n'ont pas été recrutés par des acteurs de la société civile. Ça a posé un véritable problème et le problème s'est transposé aujourd'hui au niveau de cette institution naissante. Il faut dire que c'est différent, hein, c'est deux sujets donc bien différents. Alors le processus est déjà engagé avec voilà, l'installation officielle du Haut Conseil de dialogue social qui n'est pas partie prenante donc du processus de refonte donc du système de rémunération donc voilà au Burkina Faso. Je pense que c'est courant, mais donc le forum national donc il doit être organisé à cet effet. Nous sommes en début mai, donc attendons de voir ce que cela va donner. Alors, mais il y a des critiques encore plus acerbes qui disent pratiquement que c'est une institution qui a été créée juste pour récompenser donc voilà des grands ou en tout cas des caciques du MPP. Qu'en pensez-vous, Hyacinthe? Alors, ces critiques-là peuvent se comprendre dans la mesure où on connaît un peu la personnalité de Jean-Marc Pal et le rôle qu'il a joué dans le CDP et dans le MPP, la mise en place du MPP, son accession au pouvoir. Il est l'un des rares, en tout cas, qui font partie des premiers démissionnaires, 75 premiers démissionnaires qui restaient aujourd'hui sans une réelle fonction. Donc, on peut comprendre que les gens se disent qu'on a voulu donner une nouvelle palme à Jean-Marc Palme, mais je pense que c'est à lui aussi de prouver que ça ne se limite pas à là. Je ne pense pas que le débat soit sur ce point, parce que quelle que soit la personne qu'on va choisir pour telle ou telle haute fonction, il y aura toujours ce débat-là sur la qualité de la personne. On a vu un peu le débat ici, on l'a bénéficié sur le Ashkoun. Ça serait la même personne. Si c'était même un syndicaliste en chef qu'on avait pris comme responsable du Haut Conseil, il y aurait eu le débat sur la... Exactement. Pour ne pas dire de non. Donc je pense que le débat n'est pas sur la personne, le débat c'est sur l'institution. Qu'est-ce que va faire l'institution? Le premier dossier sur la table de l'institution, l'a dit ici, c'est de renouer le dialogue avec les structures qui ne la reconnaissent pas, qui contestent sa légitimité. Donc il va falloir elle-même travailler donc, à convaincre tout le monde pour permettre à ce que tous les dossiers qu'elle va entreprendre puissent aboutir. D'accord. Oui, moi je partage. Oui, Amélie d'abord. Amélie.
Je pense que ces appréhensions peuvent se comprendre aussi. Je pense que les gens se basent aussi sur certaines institutions qui existent toujours, qui sont là. Les gens ne savent même pas déjà comment elles fonctionnent, quels sont leurs rôles, et ne voient pas leurs résultats sur le terrain. Et du coup, certaines personnes ont l'impression que les gens sont là, sont payés, ne font pas grand-chose sur le terrain, où ce sont des récompenses, des sortes de récompenses. Quand on ne voit pas de résultats sur le terrain, quand on ne comprend pas les fonctionnements des institutions, et quand on n'a pas toutes les informations sur ces institutions, bien sûr, les gens ont ces appréhensions parce qu'il y a des passés de certaines institutions qui amènent à se dire cela. Alors, une dernière réaction sur le sujet. Je pense que ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique-là ont parfaitement raison. Vous avez vu le poste qui a été créé pour Émile Paris, le directeur général des directeurs généraux des élèves du Burkina. C'est un non-sens. Des ENEP. Des ENEP du Burkina. Quand on sait que chaque ENEP a un directeur général qui fonctionne de façon autonome, on crée un poste de directeur général des directeurs généraux. C'est une aberration. Parce que les ENEP ont toujours fonctionné tel qu'on l'a connu dans l'ancien système et ça a toujours bien fonctionné. Alors moi je pense qu'ici, ne forçons pas les choses pour un paysage institutionnel déjà trop riche même. On a 90 conseillers au niveau du CES. Qu'est-ce que ça donne? Le CES même, c'est une institution qui ne fonctionne pratiquement plus. Quelquefois, on se réunit juste parce qu'on doit se réunir au moins 2 fois dans l'année. On fait quelque chose, on invite la presse et on dit que non, on existe. Voilà. Donc ça me pose problème. On a même le HCOUM qui gère les conflits de travail. C'est un conflit de travail. Les conflits de travail sont gérés donc déjà par le HCOUM. Il y a des dossiers. Si on prend l'exemple des militaires radiés, des policiers radiés. Oui, mais ça c'est pour la réconciliation nationale, c'est un peu différent. Mais à l'intérieur, vous trouverez des conflits de travail qui sont gérés là-bas. On aurait pu créer des chambres au niveau du HCOUM. Je pense que dès lors qu'on parlera de conflit, ce ne sera plus le ressort du Haut Conseil. Le Haut Conseil, peut-être, comme on l'a dit ici, c'est de prévenir le conflit. Mais de faire en sorte que la prévention, il y a la gestion des conflits. Mais malheureusement, il y a la recherche également. D'accord avec vous, en réalité, le rôle devrait se limiter à c'est-à-dire prévenir le conflit. Et puis là, lorsque le conflit existe, il y a vraiment d'autres institutions qui peuvent prendre le relais. Le médiateur de façon n'intervient qu'en aval lorsque le conflit existe. Les inspections du travail sont là. Le tribunal du travail est là. Donc, il y a pas mal d'institutions comme ça qui gèrent en aval. Maintenant, bon, en amont, là, ça devait être vraiment le Haut Conseil du dialogue social qui se limite à cela. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. C'est pour ça que j'ai dit, et j'insiste là-dessus, on a des statistiques qui peuvent montrer la pertinence de cette institution. Si après on fait le bilan, on se rend compte que malgré son existence, il y a eu beaucoup de grèves toujours, on peut décider vraiment de dissoudre cette institution. Ça peut arriver même avant la fin de son mandat. On ne dissout pas d'institution. D'accord. Alors, on a compris le point de vue des uns et des autres, en tout cas sur... On va créer un très haut conseil pour le dialogue social avec le haut conseil du dialogue social. Le ministre de la fonction publique à l'époque, je pense, Clément Sawadoro, disait que le problème, ce n'est pas quelques centaines de millions pour des dépenses. Je pense qu'il a dit pour le Burkina, ça ne pose pas de problème. Mais ça va pouvoir permettre d'avoir des acquis de milliards, puisque des milliards sont perdus avec les grèves. Voilà, donc on attend de voir le résultat. Généralement, on n'évalue pas ce que l'on perd à travers les grèves. Il y a que quelques entreprises privées qui le font. On a vu le cas de la Burkina. En pleine grève, ils avaient dit combien de millions ils perdaient par jour. Maintenant, pour le cas du Burkina, on ne sait pas. On a vu la grève des financiers. On n'évalue pas effectivement ce que l'on perd. C'est assez important. Oui, à un moment donné, là, je crois qu'il y a une évaluation qui avait été faite par le ministre elle-même, voilà, pour les financiers. Alors, on va évoluer, on va changer des sujets et puis parler de la situation sécuritaire. Donc, avec ce qui s'est passé à Bafila et à Guinbila, dans le centre-nord, des terroristes donc ont attaqué en tout cas ces deux villages. Ils ont incendié le col de Bafila ainsi que le siège des Kogolwego de Guinbila. Le lendemain, les présumés terroristes, en tout cas ainsi que leurs complices, ont été arrêtés par les Kogolwego. C'est assez nouveau. Alors, quel commentaire vous inspire ces faits, Amélie? Déjà que ça n'arrive pas assez souvent qu'on puisse mettre quelques visages sur les termes individus armés non identifiés. C'est déjà bien, c'est déjà quelque chose. Je pense qu'on a dit que ces personnes, on les a menées à Ouagadougou. Elles seraient proches de Madame Diko, ce qui a été dit. On va donc espérer que certaines informations qu'on pourra saisir, soutirer de ces personnes puissent être utiles
les combats à venir. Pour la suite, en tout cas, de la lutte contre ce fléau donc, qui touche notre pays. Alors, Paul Miki. Alors, je crois qu'il faut qu'on définisse clairement les termes, parce qu'aujourd'hui, la situation que nous vivons au Burkina, on a de la peine à faire la différence entre terroristes et bandits de grands chemins. Je ne dis pas que pour le cas d'espèce, ce sont des bandits simplement, parce que l'acte qu'ils ont commis quand même, c'est un acte qui ressemble beaucoup au mode opératoire des terroristes. Mais en même temps, cette situation doit nous amener à nous interroger sur quelle stratégie ont les Kolwego et qui manquent à nos forces de défense et de sécurité pour que les Kolwego arrivent à mettre la main sur des présumés terroristes. C'est vrai que la méthode, on n'a pas dit de déballer, c'est question de méthode. De l'être du procureur. Ils n'attendent pas justement, on a bien. Donc en fait, alors, ça relance en tout cas une fois de plus la question Kolwego-Burkina. C'est vraiment une question, c'est totalement énigmatique, on ne sait pas comment ça se passe. Mais aujourd'hui, voilà un résultat comme ça que les Kolwego arrivent à commettre. Peut-être parce qu'eux aussi, leur QG avait été attaqué, qu'ils ont permis de faire ça. Bon, si les Kolwego sont efficaces, peut-être qu'il faut les réorganiser et puis les réorienter vers Djibo. Peut-être qu'on aura donc beaucoup plus de résultats. Sinon, c'est vraiment difficile à expliquer. Moi-même, je me perds dans les analyses, franchement. Oui, oui, moi je pense que fort ou pas fort, les responsabilités de l'État ne changent pas, surtout quand il s'agit de questions d'intégrité territoriale et sécuritaire. Alors, les Kolwego ont réussi aujourd'hui une prouesse qu'il faut peut-être saluer à sa juste valeur, mais il reste que l'État ne peut pas déléguer son rôle régalien à des groupes que lui-même ne reconnaît pas. Parce que ce ne sont pas des groupes qui sont reconnus. Alors, moi, je pense qu'avec ce fait... Mais je pense que sur ce point, avec Simon, qui était au ministère de la Sécurité en son temps, il y avait eu des textes qui avaient été adoptés pour reconnaître je comprends. Les groupes d'autodéfense, oui. Mais quand je dis qu'ils ne sont pas encore reconnus, on ne peut pas coller des visages, ils ne sont pas répertoriés. C'est-à-dire qu'ils s'organisent comme ça, on sait qu'ils existent par exemple à Boursa, mais on ne connaît pas d'abord peut-être leur nombre, on ne sait pas pourquoi. Alors moi je pense que c'est le moment de poser la question sur la table et que l'État fasse en sorte que si on ne peut pas les greffer à l'appareil sécuritaire de façon directe, parce que c'est un groupe qui fonctionne de façon anarchique, qu'on fasse des Kolwego des parties prenantes de l'Agence nationale des renseignements. Parce que, voilà, effectivement, parce qu'ils sont sur le terrain, ils ont la proximité avec les populations. Est-ce que l'idée, c'est pas ça avec la police de proximité? Oui, mais il faut que ce soit formalisé de sorte qu'ils se sentent... Mais ici, par exemple, ça a été peut-être, on va dire, peut-être parce qu'ils ont été attaqués eux aussi, qu'ils ont pris sur l'initiative de le faire. Alors, s'ils n'avaient pas été attaqués et qu'ils étaient partis, ou bien si dans cette courte poursuite-là, si un Kolwego est blessé, l'État fait quoi? Est-ce qu'il y a un dispositif qui permet de prendre en charge quelqu'un puisque vous ne les reconnaissez pas? Donc je pense qu'aujourd'hui, la question se pose encore une fois de plus. Vous ne pouvez pas, dans un état de droit, laisser des personnes comme ça assurer la sécurité. Il faut les encadrer, soit en les reconnaissant, en les répertoriant et en les encadrant de sorte à ce qu'ils soient plus efficaces. Ou bien si on ne peut pas, il ne peut pas être des gendarmes, il ne peut pas être des policiers, mais ils peuvent servir à l'Agence nationale des renseignements. D'accord, on va voir si votre avis est partagé, en tout cas par Hyacinthe Sanoui. Oui, entièrement. Moi, je pense qu'il a touché le fond du problème. Le débat Kolwego, quand il survient en fonction des situations, on le mène, mais on ne tranche pas, on le laisse. Ouais. Ce cas-ci, c'est comme un peu un chien enragé qu'on a. Depuis là, on veut l'abattre. Quand vous attrapez un voleur, qu'est-ce que vous faites? Le débat se repose aussi là. C'est exactement ce qui arrive avec le Kolwego. Cette fois-ci, c'est en bien. On va vraiment saluer cette belle prise de Kolwego parce que lorsqu'on regarde en tout cas ce qui ressort des premières interrogations, ces personnes-là en tout cas auraient reconnu être derrière l'incendie de l'école, l'attaque du mais également l'assassinat du maire de Koutoukou. Donc je pense que, et elles ont été remises à la gendarmerie pour les poursuites. Donc je pense que là c'est vraiment un acte à saluer. Mais on connaît aussi les actes qui ne sont pas à saluer venant de ces groupes de défense. Donc il faut profiter de ce genre de situation pour trancher. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Pour ne pas en venir à des situations où ce sera moins intéressant. Je pense qu'en tout cas pour ce qui est de l'acte de Kolwego de Boulsa, c'est vraiment à saluer. Ils ont permis en tout cas en un temps record ce qui manque. Mais on connaît aussi leur avantage par rapport aux autres. Le déploiement de Kolwego ne se fait pas de la même chose que le déploiement d'un détachement militaire. Il n'y a pas de procédure écrite, il n'y a pas de procureur militaire, et le procureur qui va faire une lettre pour... Donc je pense qu'il y a autant de... Ils sont plus proches des populations, ils peuvent avoir facilement des renseignements. Et je pense que c'est en cela qu'il faut travailler. On a un problème de renseignement aujourd'hui. Je pense qu'on va aborder le problème de Madouba, mais on a un sérieux problème de renseignement lorsqu'une cinquantaine de personnes arrivent à un coin, déposer des motos,
transporter à pied, aller attaquer un poste de police et revenir disparaître. Là, il y a un problème de renseignement. Je pense que ces groupes-là, qui sont plus ou moins proches des populations, qui écument ces zones-là, peuvent aider beaucoup nos forces de défense et de sécurité. Mais il faut trouver le juste milieu et l'adéquation de leur... La situation des Kolgoro, il y a parmi les personnes arrêtées, il y a des personnes qui ont été présentées comme des personnes qui ont hébergé, c'est-à-dire des gens de la localité, ce qui pose toujours le problème de collaboration de la population, collaboration entre FDS et population, et il faudra aussi toujours y songer parce que si le mal est profond, le mal vient de l'intérieur, c'est encore plus difficile à... Oui, justement, puisque les complices dont on parle, c'est généralement des gens qui ont hébergé, alors renseignés et même peut-être, en tout cas, nourris pendant quelques jours ces présumés terroristes donc, qui ont été arrêtés par les Kolgoro et qui ont été remis, comme vous avez dit, aux forces de l'ordre. Alors, est-ce qu'on peut dire au regard donc, de cette prise et de ce qui s'est passé il y a quelques jours avec les forces de l'ordre, les FDS qui ont en tout cas réussi à faire des arrestations au nord et à l'est, on peut dire que nous sommes en train de progresser donc, dans la lutte contre le terrorisme. Oui, je pense qu'il y a des progrès. Tant qu'il y a des résultats, on peut les prendre comme étant des progrès. Les forces de défense et de sécurité font ce qu'elles peuvent pour arriver au bout du terrorisme avec le grand banditisme. Parce qu'on est dans une situation où les deux sont mélangés. Et surtout ce qui se passe dans la partie est du Burkina, qui est reconnue comme étant une zone d'insécurité où les bandits de grands chemins écument la région. Donc il y a quand même des progrès avec tout ce que l'on a vu aujourd'hui, mais il reste encore qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut véritablement réfléchir profondément. Et moi, je ne sais pas où sont rentrées les conclusions des États généraux de la justice, mais on ne voit pas l'effet immédiat sur le terrain avec ce que l'on constate aussi. Mais le Forum national de la sécurité, voilà, c'est ça que je voulais parler justement. Et on a totalement des situations comme ça que l'on ne comprend pas, mais il est question également de procéder, de poursuivre la question d'équipement des forces de défense et de sécurité, c'est assez important. Et comme Amélie l'a dit, il faut mettre l'accent sur le renseignement et puis renforcer la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Pour cela, il faut entretenir un capital de confiance entre les populations locales et les FDS. Parce que s'il n'y a pas cette confiance, cette collaboration sera vaine. Il y a après l'exemple de la cinquantaine d'éléments qui ont fait éruption dans la boucle de Mouhoun. Comme ça, ils répartissent. Cela suppose que, au moins, ces personnes ont été vues par des civils, les populations locales. Mais si elles n'ont pas été dénoncées, c'est peut-être cela dénote un peu des manques de confiance entre elles, les populations et les FDS. Oui, alors, moi, je pense que nous sommes dans notre pays dans une position très vulnérable avec assez de frontières. Alors, on a des groupes qui rentrent, qui quittent certains pays, qui rentrent et qui repartent, dans un contexte où les forces de l'ordre manquent de moyens. Quand vous avez, par exemple, des gens qui quittent un pays, qui rentrent au niveau des FADA, qui peuvent disparaître dans la forêt, et que vous ne pouvez pas poursuivre à moto et autres là, vous n'avez pas d'hélicoptère aussi pour assurer une certaine, comment on appelle, et une certaine logistique dans les airs pour pouvoir les repérer avec peut-être des forces spéciales, comme on le voit souvent dans certains pays. Alors, nous fonctionnons, nos forces de défense aujourd'hui, par faute de moyens aujourd'hui, fonctionnent comme les Kolgoro. C'est-à-dire que c'est comme un peu dans l'informel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le Forum national de la sécurité a donné des indications comment il faut tracer les grandes lignes. Il appartient à l'État aujourd'hui de trouver les moyens. Vous avez à Djibo le centre de commandement de ce qu'ils avaient appelé le GIFAT qui était chargé de la traque des terroristes et autres là, mais il n'y avait pas d'avion, d'hélicoptère là-bas. Il n'y a pas d'hélicoptère. C'est-à-dire que comment est-ce que vous allez poursuivre des terroristes dans cette zone, on va dire un peu sablonneuse, avec vraiment dans un décor qui n'est pas adapté. Je pense que toujours sur les questions de moyens, on parle aussi de véhicules, de témoignages, de véhicules qui sont là, mais il n'y a pas d'essence. Voilà. On ne peut pas... Mais ces vérités-là ne sont pas ressorties. Voilà. Non, en réalité, c'est la grande muette. Certains se gardent quand même de dire certaines choses au risque de frustrer et ou peut-être d'être identifiés. Mais la réalité sur le terrain, elle n'est pas vraiment des plus reluisantes. Voilà, on dit que non, quand on le dit, on va porter atteinte au moral des troupes. Non, les journalistes, il faut vous calmer parce que c'est une guerre asymétrique, on a notre plan, on va sur le terrain. Pourtant, tant que vous ne déployez pas les gros moyens, vous ne pourrez pas. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un,
de prendre son copain et gendarme sur une DT, vous traversez cette mare de sable-là en train de poursuivre des gens jusqu'au Mali. Ce n'est pas possible. Il faut une logistique dans les airs qui puisse les repérer. D'accord. En attendant ces moyens, en tout cas, on a vu qu'à Madouba, les policiers, en tout cas les forces de l'ordre qui étaient là-bas, ont quand même réussi donc, à opposer une résistance donc, à ces supposés terroristes. En tout cas, il n'y a pas eu de perte en vue humaine. Quand on dit une cinquantaine de personnes ont attaqué un poste et qu'il n'y a pas eu de perte en vue humaine, comment vous analysez un peu cette situation, Yacine? Alors, sans vouloir scier le moral des troupes, moi je reste assez dubitatif. Parce que j'avais une cinquantaine de personnes qui... Et déjà, je me pose la question, comment cela c'est possible? Toujours dans ce contexte où on sait qu'aujourd'hui, on a donc emploi à ces attaques itératives. 50 personnes arrivent à moto, gardent les motos, descendent, traversent en colonne, arrivent à attaquer le commissariat, à brûler 2 véhicules, 3 motos, prendre 5 motos, 5 portables, je me demande où étaient ces portables aussi, et à répartir sans que, malheureusement c'est le cas, sans qu'on puisse riposter de façon adéquate. Et donc, il faut préciser que c'était la nuit, c'était après 22 heures. On sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'heure pour les terroristes. Donc je pense qu'on veille, j'espère bien qu'on veille nuit et jour, qu'on ne doit pas la nuit. Il faut l'espérer aussi. Donc je pense que ce acte-là doit, si jamais il y a des personnes qui dormaient en plein incendie, donc dans le feu de brousse, ils doivent se réveiller. Parce que c'est un signal fort. 50 personnes qui traversent, qui rentrent, qui ressortent, sans qu'on puisse. On a bien sûr vu les douilles de balles, on a des signes d'impact, il y a les dégâts vraiment sur le commissariat. On a une riposte qui a été faite de façon conséquente, mais on n'a pas ce qu'il faut. Moi, je pense qu'il faut ce genre d'exercice comme ce qui a eu lieu donc à Boulsa. Il ne faut pas que les personnes puissent se fondre la nature. En tout cas, pas toutes. On sait que c'est assez difficile, mais il faut travailler en tout cas à ce que la riposte soit conséquente. Ceux qui viennent, ils y restent, ou en tout cas, ils n'arrivent pas à fuir. Je pense que c'est par là qu'on va déjà gagner la confiance avec les populations, parce qu'on a toujours évoqué le problème de renseignement. C'est déjà cette crise de confiance-là. Et ensuite, nous-mêmes, redonner le moral à nos troupes. Et bien sûr, cela passe par les uns et les autres, on parlait des moyens. Et ça passe nécessairement par cela et par le renseignement. Alors, moi, la situation de cette situation-là me rappelle un peu ce que nous avons connu en Samorogouan à un certain moment, où, comme Yacine l'a dit, vous avez des colonnes de personnes qui rentrent dans un territoire comme si on était dans le Far West, qui ouvrent le feu et qui impunément repartent. Ça pose le problème vraiment de renseignement. Ça voudrait dire que sur toute cette surface-là, vous n'avez pas des gens, des alerteurs, des gens capables de vous alerter au cas où il y a un problème. On ne peut pas construire juste un poste pour dire que non, voilà le poste, et ça couvre toute la zone sans avoir de correspondants, de services de renseignement, des ramifications dans la population, de sorte à pouvoir vous informer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les autorités en charge du renseignement doivent se remettre même en cause après de tels actes et de repenser l'appareil sécuritaire de sorte à ce que, comme Yacine l'a dit, ceux qui viennent, si chaque fois qu'ils viennent, je pense qu'ils ne viendront plus. Parce que quand on part et on revient, à un moment donné là, c'est comme si on nargue même les forces de l'ordre, on nargue les populations, on se dit que de toutes les façons, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de riposter, mais ils n'ont pas autre plan que de riposter. Mais si on avait un plan pour les prendre en sandwich, je pense qu'à un moment donné, ça les refroidirait. Oui, une dernière réaction. Oui, je crois que, comme l'a dit Yacine, il faut parler pour ne pas saper le moral des troupes, mais en réalité, pour le cas de Madouba, il y a des questions à se poser. On a vu le communiqué de la Direction générale de la police qui félicite les agents qui ont riposté, qui ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de perte en vie humaine. Mais lorsqu'on regarde les images de ce qui est arrivé au poste de police, c'est quand même à la frontière. Et on se demande si, effectivement, lorsque les assaillants sont arrivés, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un au commissariat de police? Parce qu'on a vu des véhicules incendiés, les motos incendiées, le poste de police même incendié, 5 motos emportées, et on parle de riposte. Je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas où est-ce qu'il y a eu riposte ici, lorsqu'on regarde les conséquences laissées. Donc, vraisemblablement, il n'y a pas eu riposte. Je me demande si on dit qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Est-ce que les terroristes ont trouvé une vie humaine là-bas même? C'est la question qu'il faut se poser. Mais dans des portails, oui, ils ont trouvé des portails sans les propriétaires peut-être. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais comme mon voisin le dit, il faut mettre l'accent véritablement sur les renseignements. Parce qu'on ne peut pas être là tout le temps à réagir, c'est-à-dire à riposter.
50 personnes qui traversent la frontière, qui arrivent à commettre un tel acte et qui partent sans que la police n'ait été informée, cela veut dire qu'il y a un souci en matière de renseignement, il y a un souci de collaboration entre population civile et forces de défense et de sécurité. Il y a vraiment beaucoup de lacunes à faire. Parce que dans cette lutte-là, là où il faut mettre l'accent, c'est la prévention. Comme on l'a dit, il faut faire en sorte qu'on puisse intervenir avant que les ennemis n'arrivent. Mais aujourd'hui, on est tout le temps en train de riposter. Bon, il y a certaines stratégies également qui demandent aux forces de défense et de sécurité de se protéger eux-mêmes en laissant. Parce que bien souvent, voilà, en faisant des replis tactiques, c'est le terme consacré, parce que bien souvent les forces sont inégales et surtout quand on parle de 50 personnes qui viennent s'attaquer à peut-être moins d'une dizaine de policiers, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent? D'accord. Alors on va évoluer dans le débat, on est un peu pris par le temps. On va parler donc du 7e congrès du CDP qui se tient en ce moment. Le congrès donc a débuté hier au Palais des Sports de Ouaga 2000. L'enjeu majeur, vous le connaissez, c'est l'élection du nouveau président du parti. Et je crois que ça a été fait selon en tout cas les informations qui nous parviennent. Oui, je pense que depuis 4h30 en tout cas, on connaît le nouveau président du CDP, Edi Komboego, oui. 39 voix contre 33 pour vraiment Badini. Voilà. Est-ce que avant en tout cas ce congrès, il y avait beaucoup de questions qui se posaient. Les gens se demandaient si le CDP allait vraiment pouvoir passer cette étape, en tout cas sans explosion. Moi-même, j'avais des appréhensions depuis qu'on a annoncé ce congrès au regard des événements qui se passaient à l'intérieur du parti et dans le cadre de la préparation de ce congrès, parce qu'on a vu des tournées d'Edi Komboego dans plusieurs régions du Burkina. Il n'avait pas à ses côtés les autres ténors du parti, en l'occurrence Achille Tapsoba, Léon Skone et les autres qui ont joué un rôle au moment où Edi Komboego était en détention à la Maka. Donc avec ça, on a vu également cette levée de bouclier où on disait que le président du parti ne devait pas Edi Komboego. Il y avait cette crise à l'intérieur et on se demandait effectivement si le congrès allait bien se passer, si ça n'allait pas se terminer par un pugilat au Palais des Sports de Ouaga 2000. Mais fort heureusement, les choses se sont plutôt bien passées. Je pense que la démocratie l'a remporté. Edi Komboego est élu président. Et sans surprise à mon avis, parce que lorsqu'on regarde un peu les forces qui étaient en présence, c'est lui qui sortait du lot. Et puis bon, je crois également, en termes d'analyse, que le parti gagnerait justement à s'unir derrière lui parce qu'il fait partie des personnes dont le visage ne reflète pas tout de suite l'ancien régime. Vous savez que beaucoup d'entre eux ont été soit ministres, en tout cas ont joué un premier rôle sous le régime de Blaise Compaoré, alors que lui n'y était pas en tant que responsable de premier plan, si ce n'est député à l'Assemblée nationale. Donc en réalité, c'est une nouvelle génération d'hommes politiques qui naît au niveau du CDP et le parti gagnerait à aller dans cette lancée, à renouveler son personnel politique, à le rajeunir pour être au rendez-vous des prochaines échéances électorales. Je pense que c'est bien parti. Maintenant, la suite, c'est que lui-même, Edi Komboego, nouvellement élu, devrait travailler comme premier chantier à rassembler les autres qui étaient contre lui au départ, parce que c'est désormais le président. Il doit être un rassembleur pour que le parti puisse jouer le premier rôle aux prochaines élections à venir. On montre également à travers ce congrès que le CDP revient, comme l'a dit Zéphirin Diabré lui-même, c'est un parti qui renaît de ses cendres et qui apparemment pourrait jouer le grand rôle. Même le parti des Zéphirin lui-même est menacé. Oui, Amélie. Oui, je pense que c'est comme il a dit, en fait, il est Edi Komboego le nouveau président, il est élu président, mais le défi qui se présente à lui surtout, c'est de travailler à cette union-là. Travailler à cette union parce qu'on le sent, au sein des partis, il y a des divisions, on sent des clans. Et je pense que la tâche s'annonce rude, mais c'est surtout à cela qu'il doit s'atteler. Oui, comme on l'a dit, il y avait Bourema Badini qui était le challenger. Il y avait 19 candidats. Il n'y a que 6 voix qui ont fait la différence. C'était serré. Moi, je pense qu'au regard de ce qui s'est passé ces dernières années, si on peut le dire ainsi, au sein du CDP, moi, m'a convaincu que le CDP n'est pas un grand parti. C'est un parti qui a beaucoup de militants, mais ce n'est pas un grand parti. Parce que, je m'explique. D'abord, vous avez un parti où aujourd'hui, ces dernières années, certains ont découvert le leader qui a sommeillé en eux depuis la création du parti. Parce que Blaise Compaoré n'est plus au Burkina. Aujourd'hui, chacun se reconnaît leader aujourd'hui. 19 candidatures. Tout en gardant le cordon ombilical avec Abidjan. On a vu un peu les va-et-vient des uns et des autres à Abidjan pour aller prendre des conseils par-ci, qui pour aller prendre des conseils, qui pour aller essayer de négocier et des soutiens. Ou l'argent. Ça pose un véritable problème parce que ce n'est pas un grand parti. Un grand parti est traversé par des courants d'idées. À une certaine époque de l'évolution du CDP, il y a eu ces personnes-là
qu'on avait appelé, je pense que c'était des refondateurs ou des réformateurs encore là, qui avaient voulu impulser une nouvelle dynamique au sein du CDP, donner une âme au CDP au-delà de la personne de Blaise Compaoré. Ces personnes ont été éjectées avec Salif Diallo. Alors, le parti a continué comme ça jusqu'à ce qu'il y ait eu des transfuges pour aller créer ce qu'on appelait le MPP. Alors, aujourd'hui, vous avez le même parti qui est encore là aujourd'hui, qui souffre, qui n'a pas encore une âme. C'est-à-dire que même les élections qui sont passées, tout le monde garde espoir que peut-être Edi pourra réconcilier les positions. Mais quand on voit, c'est un parti très divisé. Parce que toute la vieille classe, la vieille garde du CDP, n'a pas voté pour Edi Kombouego. Quand on prend Gilette Bonkongo, Achille Tapsoba, Léon Skone, tout, c'était pour Brahma Badini, qui lui est l'envoyé spécial, qui a été pendant longtemps envoyé spécial de Blaise Compaoré, et qui peut-être même est le candidat. Alors on va voir si ton avis sur, en tout cas, la force de frappe, ou en tout cas le CDP qui n'est pas un grand parti est partagé par les autres. Yacine, est-ce que vous partagez l'avis des Zoubaviels sur ce point? Alors, moi je pense que la grandeur du CDP se mesure justement aux tensions. Parce que c'est un grand parti qui a autant de tensions. Parce que lorsque vous avez un parti, vous brassez autant de compétences, il y a forcément, on l'a vu un peu pour ne pas prendre l'exemple, en Côte d'Ivoire. Vous avez des grands partis là-bas aussi qui ont des scissions malgré que le leader est toujours là. Donc je pense que c'est inhérent à tout parti donc, qui a autant de ténors. Je pense qu'il y a une chose qui reste dans celle du CDP, dans la crise en tout cas qui a prévalu au CDP, c'est que je pense que les uns et les autres ont compris que ce qui primait, c'était le parti, qui n'était pas aussi grand chose en dehors du parti. Sinon, depuis longtemps, on aurait eu des divisions. Ça n'a pas commencé maintenant depuis que pratiquement Edi a été blanchi donc, dans le cadre du dossier du putsch. Il y a eu ces tentatives de revenir, donc on a vu les positions tranchées, mais on n'a pas vu de velléité en tout cas pour sortir du parti. Et puis on a toujours vu cette ombre de Blaise Compaoré planer. Il est toujours le menton. On a vu un peu son portrait acclamé au Palais des Sports donc hier à l'ouverture. Et donc, il y a cette dynamique-là qui est restée. Il est vrai qu'avec l'élection, on a vu réellement qu'il y avait vraisemblablement deux classes, une ancienne génération et une nouvelle génération. Tout à fait. Mais ça, c'est inhérent à tout parti. Il y a une nécessité. Les changements sont douloureux. Et le changement est fait. Alors, quand je parle de grands partis, je fais allusion, si vous prenez par exemple la configuration en Afrique ici, vous prenez en Angola, João Lorenzo, qui à un moment donné a remplacé Dos Santos. On a tout fait pour couper les cordons avec ce monsieur. Quand vous prenez au niveau de la ZANU-PF, on a tout fait, quand le vieux Mugabe a été injecté, on a restructuré le parti de sorte qu'il ne repose pas sur une seule personne, sur une seule personne. Mais contrairement, quand vous regardez le fonctionnement des CDP aujourd'hui, il est à l'image de ce que vous avez au FPI. Depuis qu'on tente de coller l'image de Gbagbo au FPI, c'est un parti qui ne fonctionne plus. Vous avez des dissensions, Sangaré qui est ici, Afi N'Guessan qui est là. Alors nous avons la même configuration ici avec le CDP. Le CDP peut devenir un grand parti s'il est traversé par des courants d'idées, c'est-à-dire que des courants qui permettent de reformer le parti et de réorienter les choses. Mais pas s'il est traversé par des débats de chiffonniers, parce que c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Qui va être candidat? Nous étions les ouvriers de la première heure, c'est nous qui devons être candidats. Edi Kombouego, certains disent qu'il est l'ouvrier de la 25e heure, il ne peut pas être candidat. Si un parti politique fonctionne sur cette base-là, ou choisit ses candidats sur cette base-là, ça ne peut pas être un grand parti, parce qu'il ne pose pas des problèmes de fond qui intéressent et l'intérêt qui brasse l'intérêt général, mais ce sont comme des intérêts partisans. Et c'est dans cela. Sinon, c'est un parti quand même qui a fait cette... Le conflit de génération, il n'est pas inhérent à un parti. On l'a dans toutes les sphères sociétales. D'accord. Alors, on va évoluer dans ce débat. On a compris les deux positions. En tout cas, on a assisté aussi la semaine dernière, en fin de semaine, donc, à la création de nouveaux partis. Notamment, donc, on a vu le FPR, donc, qui est le Front patriotique pour le renouveau. On a assisté donc à la création du NCC, notre cause commune. Alors, nous voyons que le paysage politique, en tout cas, ne fait donc que s'agrandir. Alors, est-ce qu'il ne faut pas, à un certain moment, donc, limiter le nombre de partis politiques, puisque toutes ces formations, en tout cas, aspirent à être, donc, en tout cas, à participer aux échéances électorales, ou bien peut-être voir ce qui se passe au Sénégal.
avec cette politique de parrainage avant donc de laisser ces partis politiques donc prendre part aux échéances? C'est un débat, c'est une question que je pose. Alors, votre point de vue sur cet aspect des choses? De janvier à aujourd'hui, il y a au moins 5 à 6 nouveaux partis politiques qui ont été créés au Burkina. Ça, c'est un constat. À cela s'ajoute, ils viennent s'ajouter donc à un nombre déjà pléthorique de partis politiques. On a environ 170. Donc, on est en train de tendre vers 200 partis politiques officiellement reconnus, même si certains ont été supprimés et parce qu'ils ne fonctionnaient plus. Vous demandez à n'importe quel Burkinabé de vous citer les partis politiques au Burkina, ils vont rarement dépasser 10 parce que la majorité des partis ne sont pas connus. Alors, parlons donc des nouveaux partis politiques qui ont été créés. Est-ce que leur création répond à un besoin politique? Ça, c'est une question que l'on est amené à se poser. La réponse pour moi, c'est non. C'est généralement l'expression d'une frustration que l'on a au sein de son parti d'origine et qui amène à la création d'un parti sans se poser la question de savoir si on répond donc à un besoin politique. Observez que tous les partis politiques qui sont nés là, ce sont des partis qui sont créés par des dissidents d'autres partis politiques. Parce qu'ils ont été déçus à l'intérieur, ils sortent et créent un parti. Au lieu de mener le combat à l'intérieur, pourquoi même ne pas combattre jusqu'à enlever le président fondateur? Parce qu'un parti politique ne peut pas appartenir à une seule personne. On a vu le cas en France, évidemment. Le président fondateur peut être à un moment donné déboulonné s'il ne fait pas l'affaire, mais de là à quitter et pour exprimer sa frustration, créer un parti, comme si c'était pour se venger de son leader. Donc pour moi, ce n'est pas ça, cette façon de faire. Maintenant, la solution, comme vous avez dit, à mon avis, ça devrait venir des élections. Vous êtes un parti politique créé, vous partez à des élections comme les législatives, vous n'avez pas un député, vous devrez disparaître parce que vous ne correspondez pas aux objectifs que se fixent les partis politiques. Parce qu'un parti politique, c'est vraiment une question de masse. On a aujourd'hui au Burkina des partis politiques qui ne peuvent pas faire un meeting, c'est-à-dire parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas une force de frappe. Donc il faut mettre des critères pour que la création d'un parti politique soit vraiment quelque chose d'assez sérieux. Parce que l'autre chose également, c'est que c'est trop facile de créer un parti politique. Le thème coûte 10 000 francs, vous louez une salle, peut-être même souvent vous pouvez l'avoir gratuitement. Donc le budget là, c'est peut-être moins de 50 000 francs CFA, vous avez un parti politique. C'est trop facile pour un parti politique. On ne peut pas le créer comme des associations de quartier. Il faut mettre de l'ordre à ce niveau. Oui, c'est dommage, mais c'est exactement ce qu'on constate. C'est comme si voilà, on n'est pas content. Au lieu de travailler à mener la lutte au sein du parti, chacun se lève, il crée son parti. Et il faut se dire aussi, les gens se disent qu'en créant aussi des partis, mais ça aboutit chez certains. On crée le parti, on espère être appelé, avoir des postes. C'est dommage. Il y a moins de conviction politique quand on regarde les agissements des uns et des autres. Aujourd'hui, on est du parti X, demain, parce que monsieur, peut-être, on attend quelque chose, on n'est pas content, on trouve que ça tarde à venir, on va de l'autre côté. Je pense que, Paul Mickey a dit quelque chose, il y a des partis qui sont, on va les dire, qui n'existent presque pas, qui sont là juste, peut-être on va faire une conférence de presse. Je pense que sur ce plan aussi, les médias ont un rôle à jouer, qui organisent des conférences. Parfois, ce sont des parents qu'on invite pour remplir les salles. On se prononce sur un sujet donné, puis voilà. D'accord. On doit travailler à... Voilà. Oui. Avec cette position qui tend à limiter les ambitions, à cantonner les gens dans un parti politique. Je suis dans un parti politique. Je ne suis pas d'accord avec les responsables du parti. À un moment donné, j'estime que je peux être la tête d'un rat plutôt que la queue d'un éléphant. Je suis libre on ne peut pas vouloir cantonner les gens à un certain rôle de suiveur dans un parti. S'ils estiment qu'ils n'arrivent pas à s'exprimer, que leur opinion n'arrive pas à prévaloir sur une certaine hégémonie au sein du parti, ils sont libres de sortir et de créer. Pour moi, l'essentiel reste que on puisse travailler à une pluralité de partis politiques, c'est à l'opinion de juger, c'est aux électeurs de juger. Si vous n'arrivez pas à convaincre votre électorat... Les électeurs jugent déjà, mais les partis sont là. Alors, on ne peut pas quand même dissoudre un parti parce qu'il n'a pas eu de député à l'Assemblée nationale. Sinon, il serait comme le parti aujourd'hui au Burkina Faso sur l'Est. Alors, déjà, il y a des partis qui n'ont pas de députés mais qui ont des conseillers municipaux. On ne peut pas nier leur existence s'ils ont des conseillers municipaux. Mais je suis d'accord avec la CNCMA. Je pense que le ministère de l'administration territoriale travaille de plus en plus à assainir un peu les partis sans siège, sans activité. Je pense que cela, progressivement, ça vient. Mais on ne peut pas empêcher en tout cas quelqu'un qui a des ambitions de créer son parti et de se lancer dans la danse. Alors, moi, dernière réaction sur le sujet. Dans le même sens que Yassine, pour dire que si d'abord vous militez dans un parti politique qui est d'obédience libérale, un bon jour,
contre votre gré, votre chef de parti décide de faire alliance avec des communistes. Naturellement, il trahit peut-être ce qui vous a amené dans ce parti, parce que vous avez une idéologie qui est là. Alors, et c'est courant au Burkina Faso ici. Au Burkina Faso, souvent des communistes sont plus proches des libéraux que des socialistes. D'accord. Donc, alors, vous partagez l'avis de Yacine. Voilà, je partage son avis que quand il ça faut laisser... Cette décision ne doit pas venir du seul chef de parti. Si c'est un parti démocratique, on ne peut pas se lever parce qu'on est chef d'un parti. Regardez le paysage aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut disparaître. Quand vous prenez par exemple les sankaristes, oui, non, prenez les sankaristes par exemple, où il y a le plus de transfuges. Depuis combien de temps? Depuis que nous on a connu la politique au Burkina Faso, c'est la même personne qui est là. Il n'y a pas d'alternance au niveau de l'UNIPS. Voilà. Et aujourd'hui, il ne peut pas donner des leçons quand même d'alternance. C'est pas un cas isolé. Hein. C'est pas un cas isolé. Prenez Laurent Gbagbo qui a reculé peut-être pour mieux se présenter comme président du Parlement. Il n'a pas reculé, il est dedans. Il est dedans. Il est président d'honneur et puis en même temps il fait le roi comme il veut. Le Manitou. Voilà, on a compris vos positions. On va parler donc du dernier sujet. On a moins de 5 minutes donc pour boucler ce point qui nous concerne tous. Hein. 5 minutes. Oui, le 3 mai, la communauté internationale a célébré. Donc on vous dirait que peut-être que c'est une restriction de la liberté. Mais c'est vous qui avez mené le débat et qui avez épuisé tout le temps qui nous était imparti. Donc le Burkina Faso a célébré cette journée. C'était le 3 mai à travers plusieurs activités qui ont été organisé par le centre de presse Norbert Zongo. Alors, selon le classement mondial du Reporter sans frontières, le Burkina est 41e sur 180 pays dans le monde. Alors, est-ce qu'en tant que praticien, vous sentez en tout cas que ce classement reflète la réalité sur le terrain? Amélie. Je dirais oui. Déjà, quand on est arrivé déjà à une époque où on n'a pas des journalistes qui sont assassinés pour avoir tenu certains propos ou bien pour avoir décidé de faire exactement leur travail. Depuis 98. Depuis 98. Et donc déjà que nous ne soyons plus à cette époque du si tu fais, on te fait, il n'y a rien. Moi, je le sens dans le travail que je mène chaque jour. Maintenant, il y a des points sûrement qui pourraient être améliorés, mais ça se sent sur le terrain. D'accord, oui. Oui, je pense que c'est un classement honorable pour le Burkina Faso. On est primé dans l'Afrique francophone, on est 5e en Afrique. C'est un classement assez honorable. Il faut, mais c'est l'aboutissement d'un long processus qui remonte, à mon avis, en 98 avec l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, qui a été le journaliste sacrifié pour que nous ayons un tel classement. Mais il ne faut pas dire tout de suite que ce classement est à mettre à l'actif du régime actuel. Ça a commencé, ce n'est pas aujourd'hui, et cette question de liberté. On a également connu sous la transition un certain nombre de textes qui ont été adoptés au profit des médias. Donc sur le terrain, on ressent effectivement qu'il y a cette liberté de ton. C'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes qui font des erreurs, mais qui ne sont pas poursuivis, si vous voulez. On se limite, on se contente bien souvent des droits de réponse. Mais le défi aujourd'hui, c'est de travailler à maintenir ce classement, parce que le reporter sans frontières l'a dit dans son rapport, le plus grand défi, c'est de maintenir le classement, parce qu'on peut facilement dégringoler et puis se retrouver donc en bas de peloton. Dans cette question de liberté de presse, c'est un joyau qu'il faut tenir des deux mains. Mais en même temps, au Burkina également, nous avons des phénomènes comme l'autocensure. Beaucoup de journalistes s'abstiennent de traiter certains sujets parce qu'ils sont inquiétés, ils ont peur. Ça, c'est l'autocensure, ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est la faute aux journalistes eux-mêmes qui, par peur, n'abordent pas certains sujets. Et à l'autre aspect qui est la précarité des entreprises de presse, surtout dans le privé, et même des journalistes. Si on devait faire un classement également sur la précarité des entreprises de presse, je crois que le Burkina ne serait pas primé en Afrique francophone. Peut-être que ça doit avoir un classement inverse. D'accord, oui, Yacine. Alors, je pense que déjà ce plateau, c'est une preuve vivante un peu de cette liberté d'expression, liberté de presse. Et je pense que l'évolution du Burkina dans le classement est la preuve de la lutte quotidienne qui est menée, mais également il faut tenir compte du rapport donc, qui a été fait par le centre de presse sur l'état, la liberté de la presse, où on a gagné en tout cas en moyenne de 2,30, on est passé à 2,60. Donc ça veut dire que, en tout cas en tant que praticien, on le vit au quotidien. Maintenant, il reste encore pour moi des obstacles à lever, des goulots d'étranglement à lever. Et comme la liberté se conquiert tous les jours, il y a des défis à développer pour moi. C'est de deux ordres. Le premier ordre, il s'agit de l'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Il a parlé des lois CNT. La fameuse loi a été votée, elle n'est toujours pas appliquée. On attend l'application. Il y a des blocages, notamment au niveau de la mise en place de l'Agence nationale d'accès à l'information publique, l'ANAIP, qui malheureusement va être une institution de plus encore qui va nous amener à débattre ici à toute liberté. Mais il faut trouver forcément le moyen de mettre en œuvre donc, cette loi
qui va permettre aux journalistes, à tous ceux-là qui veulent faire du moutatut sur la gestion de la chose publique, de pouvoir les attaquer en justice pour avoir la vraie information. Que je vous demande une information, j'ai le droit de l'avoir et je dois d'exiger de l'avoir. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas libre si on vit dans des conditions assez précaires. Il a dit. Et il y a un peu le fonds d'appui à la presse privée qui a été mis en place, mais qui a aussi à l'intérieur des goulots d'étranglement qu'il faut lever, qui n'a pas notamment la convention collective. Moi, je partage entièrement ce que tous les confrères ont dit, et j'allais finir aborder le sujet que Yassine vient de finir, la convention collective. Alors aujourd'hui, tous les patrons des médias disent le fonds d'appui à la presse privée, il faut, comme on appelle, donner de sorte à ce que les entreprises soient viables, mais on oublie même ceux qui sont les ouvriers de l'information. Parce que la précarité aujourd'hui menace même ce classement aussi. Parce que si la précarité fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez chaque fois sur le podium du Rennes-Lac en train d'être les gomboïs sur le terrain, forcément ça va jouer sur ce classement-là. Donc il faut trouver le mécanisme de sorte pour l'État de contraindre les entreprises de presse. Si vous leur donnez cet argent pour, comme on appelle le fonds d'appui à la presse, il faut en même temps ajouter des clauses pour dire que tous les journalistes qui travaillent dans vos médias doivent avoir un certain nombre de privilèges. Voilà le salaire minimum, voilà ce que vous devez leur faire comme garantie, la déclaration à la CNSS. Sinon, vous ne bénéficiez plus de la subvention. Je pense qu'il faut faire une mention spéciale aux médias d'État. Les médias d'État, une mention spéciale parce que cette indépendance est reconnue au-delà de nos frontières. C'est assez important. Merci à tous en tout cas pour vos analyses. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle très rapidement que j'étais sur ce plateau avec Amélie Gay du journal Le Reporter, Paul Miki Rwamba de Ouaga FM, Yassine Sanou de Omega FM et Zoubaviel David d'Abdigé de la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut.